terriennes. Salut les terriens. Alors, les terriens de ce soir sont Marie-Arlette Carlotti. Marie-Arlette Carlotti, bonsoir. Alors, Marie-Arlette, vous êtes ministre déléguée chargée des handicapés. Il y a un truc que je ne comprends pas dans le gouvernement Hérault. Le ministre chargé de la lutte contre la fraude fiscale, fraudé lui-même, et la ministre chargée des handicapés n'est pas handicapée. Ça va pas bien, franchement. C'est très inquiétant. Autre terrienne avec nous ce soir, Enora Malagré. Alors Enora, vous avez beaucoup de succès dans Touche pas à mon poste sur D8, ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes plus la blonde à côté de Cyril Hanouna, mais que Cyril Hanouna est le Pakistanais à côté d'Enora Malagré. Autre terrien avec nous ce soir, Patrick Bruel. Alors Patrick, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas changé, hein? Qu'est-ce que t'es devenu? Tu t'es marié, t'as 2 gamins? 2. Toi qui ambitionnais d'être heureux dans la vie, t'as réussi ton pari finalement? Oui. Oui. Vraiment. Et, autre terrien, Édouard Martin, mesdames, messieurs. Édouard Martin, bonsoir. Vous êtes le leader CFDT de l'usine ArcelorMittal de Florange. Vous publiez un livre. Vous êtes une star des plateaux télé. Vous allez vous lancer dans la politique. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci. On dit merci, Lakshmi Mittal. Ah, vous croyez? Je suppose qu'on veut dire merci, héros. Ouais. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Aurélien Brulé, qui vit parmi les singes gibbons de Bornéo et qui se bat pour leur survie. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors Patrick, rebonsoir. Donc vous avez fait un triomphe au théâtre et au cinéma avec Le Prénom. 3,5 millions d'entrées. Quand on voit ce que font les films aujourd'hui, c'est absolument colossal. Vous avez été nommé pour le César du meilleur acteur. Votre album, Lequel de nous, cartonne. Vous n'avez pas peur d'une nouvelle Bruelmania, Patrick? Non. Je l'attends avec impatience. Ouais. Alors, il y a 20 ans, vous ne pouviez pas manger une pizza aux Champs-Élysées parce que ça créait des émeutes. Ouais. Et aujourd'hui non plus, parce que votre nutritionniste vous l'interdit, de toute façon. Vous avez remarqué que j'ai mis une veste entre les deux. Mais c'est pas pour cacher les formes. Non, si, il faut montrer le ventre. Non, il rentre pas le ventre. Comment tu vois? Ça se voit. Non, mais tout va bien pour Patrick Bruel. Hein. C'est pas vrai, en plus. En votre nouvel album, Lequel de nous, marche très fort. On commence par regarder à quoi ça ressemble. Tes yeux me sourient, je me fraye un chemin. Au milieu d'Angie, elle me prend la main. On se regarde longtemps. I'm sorry. You remember that night I was with a girl? I really need to find La her. foule l'emporte, loin devant. Don't find her, dear. You can always come back. She's gone, she's gone. 2, 3, J'étais là. je ne sais rien de celle qui m'étonne. Non, j'étais là. Juste un sourire, un t-shirt marqué come on, come on. She's gone, she's gone. Je la cherche partout, plus personne. Juste un baiser qui me Okay. chaque automne. Voilà Patrick Bruel, She's Gone, extrait de Lequel de nous, son dernier album. Alors Patrick, une seule question, c'est qui la fille? Caroline Ford. Ah, ils ont pas mal. Hein. Jeune actrice anglaise qui est en train de vraiment de percer, même aux États-Unis. Alors Lequel de nous, c'est un album très attendu. On retrouve un peu le côté Alors Regarde, je trouve. Il y a une espèce d'intensité qui est comparable. Alors Regarde, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que ça a été le point de départ de la Bruelmania des années 90. C'était sorti le 9 novembre 1989, le jour où le mur de Berlin tombait. Alors maintenant, vous pouvez le dire, est-ce que c'est une coïncidence ou... C'était pas une coïncidence, mais l'album venait de sortir et j'ai écrit une chanson 2 semaines plus tard qui s'appelle Combien de murs. Et évidemment, voilà. j'ai attendu 4 ans avant de la mettre sur un album, mais elle avait été écrite en effet dès la chute du mur de Berlin. Alors vous êtes actuellement en tournée dans toute la France, donc du 29 mai au 31 mai au Zénith de Paris, mais c'est complet. C'est complet. Complet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller? Elle est à Bercy le 22 juin. Ah, il est bon.
Il est bon. Ce qui est incroyable, non, sérieusement, c'est qu'avant même la sortie de l'album, les gens réservaient déjà. Oui. Oui, bah, y a une fidélité qui s'est installée depuis longtemps. Ouais. Le public m'a tenu à bout de bras quand ça a été même un peu plus difficile. Et ça, c'est. Mais maintenant, ça y est revenu. Des plus belles récompenses. Et voilà. Alors évidemment, Patrick, entre les disques, les concerts, le théâtre, le cinéma et le poker, vous gagnez beaucoup d'argent. Et vous avez déclaré, quoi qu'il arrive, je resterai en France. Vous voulez dire que vous avez encore les moyens d'être français, vous? J'ai les moyens d'être français. Puis, Ouais. puis à partir du moment où les choses redeviennent à peu près normales Ouais. par rapport à des déclarations qui avaient été faites il y a un an. C'est vrai, on n'en parle plus des 75%, Marie-Arlette, alors? On en parle un peu autrement. Ah bon? C'est quand même normal qu'on participe à l'effort collectif. Bien quand même. sûr. Moi, tout ce que j'avais dit à l'époque, c'était simple. Je trouvais cette mesure contre-productive parce qu'elle était... Parce que quand on parlait de 75, ça arrivait à 93, 95, 96, 97 pour certains. Voilà, c'était là où ça devenait un peu con, quoi. Alors, si les gains de poker deviennent imposables, vous allez faire comment? Ça ne peut pas devenir imposable. Et en plus, je joue pas beaucoup, là, en ce moment. Vous êtes toujours actionnaire du site de poker Winamax? Toujours. Ce qui est bien avec le poker, c'est que je crois qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec Winamax. Il vaut mieux être actionnaire que joueur, c'est tout. C'est pas l'intérêt des actionnaires, dont je fais partie, de voir des gens se ruiner sur des sites. Non, au contraire. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que beaucoup de gens jouent entre eux, en s'amusant, en passant du temps. On ne profite pas de la perte de quelqu'un. On profite du fait que les gens jouent entre eux. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on peut jouer en ligne, perdre en ligne, être ruiné en ligne. Est-ce qu'on peut se suicider en ligne? C'est le sujet d'une des chansons de mon album qui s'appelle Mots d'enfant, Et voilà. que j'ai écrit à la suite de 4-5 suicides qui étaient arrivés sur Internet après que des jeunes gens aient été harcelés par d'autres de manière tellement violente. Voilà cette chanson, et où La Fouine m'a rejoint pour un duo d'ailleurs. Vous êtes toujours fan de foot? Oui. C'est pas trop facile d'être supporter du PSG en ce moment, c'était quand même plus difficile et plus ingrat. À l'époque, on avait peur que le PSG descende en Ligue 2. Oui, à l'époque, oui, c'était plus dur. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une équipe de très haut niveau, mais on attend que d'autres clubs peut-être essaient de se mettre au niveau. Et il n'y a pas de grand championnat sans un grand OM, donc Merci. on attend. PSG a les joueurs, mais l'OM a la ferveur. Oh, c'est beau, Marie. Ouais, c'est beau! PSG, PSG, allez, PSG. Oui, mais franchement, pour un Franchement, le PSG, ils sont bons. pour un type qui habite pas loin de l'île-sur-Sorgue, Ah oui, personne c'est ne le vrai, voit, oui. j'aime bien l'OM. Quelle horreur, vous me faites l'accent. Mais vous l'avez pas, Il est vous. pas beau C'est cet pas- accent? Mais Oui, il est magnifique, magnifique. Magnifique, oh. Mais je vous sens un peu moqueur. Mais pas non. du tout. Pas du tout. Alors l'avantage avec les Qataris maintenant, c'est que vous n'êtes plus assis à côté d'Enrico Macias, mais à côté de Victoria Beckham. C'est bon, ça. C'est quand même C'est plus bon, sexy. On vous a vu à France-Espagne, au Stade de France, avec votre nouvelle fiancée. Ouais, attendez, il a le droit d'avoir des fiancés quand même, enfin bon. Non mais Patrick, vous avez toujours été plus fidèle à votre public qu'à vos femmes, c'est vrai quand même. Pourquoi tu rigoles, toi? Pardon. Ah, c'est vrai. Non, vous avez des fidélités successives. La fidélité dure le temps de l'étonnement. Ah là là. C'est beau. Même pas trop. Ouais, ça. moi, Et j'en suis de plus en plus convaincu. Ouais, elle est bonne cette phrase-là. Je n'ai jamais été aussi étonné. Et Nora Malagré, bonsoir. Alors vous êtes chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna sur D8. Et vous êtes ici ce soir parce que vous avez déclaré au magazine TV Grande Chaîne Thierry Ardisson est mon idole depuis toujours. Ouais. Il est le plus grand intervieweur du siècle. Oui, c'est vrai. Thierry Ardisson est votre idole. Ça tombe bien, moi aussi. Non, mais vraiment. Non, mais Thierry Ardisson, c'est quand même le mec qui a osé demander à Rocard si Sucé s'est trompé. C'est vrai qu'on fait... C'est ça. on fait une carrière avec des conneries comme ça. Ouais, non, mais vous êtes mon idole, voilà. Merci d'être là. Papa, maman, je suis chez Ardisson. Eh ben C'est voilà. un truc de ouf. Alors vous êtes ici ce soir également parce que vous avez reçu le Buzz Award de la meilleure animatrice TNT. Vous êtes animatrice TNT sans avoir été Miss France ou perdante de la Starac. C'est dingue, C'est quand hein. même assez extraordinaire. C'est fou. Ouais. Et sans avoir couché, dis donc. Vous couchez pas avec Hanouna. Ah non. non, non, Bah, dis donc. non, Oh, bah, mais non, c'est mon Oh, bah, meilleur non. ami. Mais non, Ouais. c'est comme Mais il mon a pas frère. essayé de vous pécho quand même? Ah non, jamais. Ah bon? Non, mais jamais, c'est vraiment mon frère. Ah oui, d'accord. Ça fait aussi partie de mes idoles d'ailleurs. Hein. Ouais. J'aimerais être, quand je serai grande, j'aimerais être moitié vous, moitié Cyril Hanouna. Écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tous les pas cas. mal. Oui, mais absolument. Et avec Cut Killer, comment ça va? Mais je vous en pose des questions. Bon, d'accord. Et vous, avec votre meuf, ça va? Très très bien. Je suis très amoureux.
ça se voit. Vous avez aussi été élue présentatrice télé la plus sexy par les lecteurs du magazine Têtu. Têtu, le magazine des hommes qui aiment les hommes. Ouais, c'est mon côté mec. Ah ouais. Avant, je m'appelais Paul, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça, ils s'en On le souviennent. Alors, le journal Le Parisien parle de vous comme la tornade blonde qui décoiffe. J'imagine que c'est un compliment pour eux. C'est ça. C'est Pour eux, ça. c'est un compliment. Ça vous fait plaisir tout ça? Bah oui, ça fait plaisir, surtout Ouais. à ma maman, je pense, Ouais. et à mon papa, mais Ouais. bien sûr que ça fait plaisir. Et je me prends aussi énormément de scuds dans la tête. Là, on parle de la petite partie un peu en ce moment Ouais. qui m'arrive, où les gens, je sais pas pourquoi, m'aiment bien, Ouais. mais je divise beaucoup. Je fais assez peu l'unanimité, ou on m'aime ou on me déteste. Justement, vous êtes disputé avec Jean-Luc Lahaye. Alors, Jean-Luc Lahaye voulait vous donner une fessée et croquer vos fesses. C'est passionnant. Ouais. Il a déclaré que vous étiez une gogo danseuse payée au bouchon. C'est quand même pas très sympa. Ouf. Et vous l'avez cassé, vous avez dit « je ne suis rien », alors que lui, c'est un grand artiste du XIVe siècle. On va regarder une vidéo maintenant qui va faire très plaisir à Jean-Luc Lahaye. Oh non. Ah si. Voilà. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Écoute, Vous étiez jeune, vous aviez besoin mais oui, d'argent. mais non, vous avez fait j'avais une 16 pub pour ans. des produits et des mais non, je sais laxatifs. pas, quoi. j'avais 16 ou 17 Ouais. balais, je sais plus, puis j'en étais Ouais. avec des potes, c'était une petite parodie, voilà, avec des copains, et que maintenant on me ressort, mais... Mais c'est bien, ça hein. me fait, bah oui. C'est tout à votre honneur, en tous les cas, je trouve. Merci. Vraiment. Arrête. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Arlette Carlotti, d'Enora Malagré, de Patrick Bruel et d'Édouard Martin. Alors, Édouard Martin, bonsoir. Bonsoir. Alors, la France entière vous connaît comme le leader syndicaliste CFDT de l'usine ArcelorMittal de Florange. Mais vous êtes ici ce soir car vous publiez un livre intitulé « Ne lâchons rien » aux éditions du Cherche Midi. Un livre. Vous vous rendez compte, Édouard? C'est fou. Merci Lakshmi Mittal encore. Je vous rassure, c'est pas lui qui m'a appris à écrire. Hein. Ah non. Alors, j'ai lu votre livre. Alors, autant vous le dire tout de suite, ça m'a pas du tout donné envie de devenir sidérurgiste. Hein. C'est dur, hein. Franchement, je suis dans vos loges, ça me donne pas envie d'être animateur. Hein. Ah, bravo, Édouard. Bravo. Alors, c'est un livre assez touchant. Vous racontez comment vous avez fui la dictature franquiste pour vous retrouver sous une autre dictature, la dictature des marchés. Alors, ça commence en Espagne. Un jour, votre grand-père veut faire paître ses vaches sur une immense propriété en friche, mais le terrain appartient à l'Église et on le menace de prison. Bah oui. Ceux qui avaient le pouvoir, c'était les généraux et les curés. Enfin, ouais. l'Église, quoi. Mais Ouais. ça n'a pas changé. Ouais. C'est vrai. L'Église est toujours du côté des puissants, quoi. Ouais. Alors, un autre jour, votre père revient du travail et en marchant comme ça, il lâche un P. Bon, Ça arrive. ça arrive. Et la Guardia Civile l'arrête et le frappe. Il a balancé une boutade, il était avec son frère, il a dit c'est pour celui qui vient derrière, il n'avait pas remarqué que c'était la Guardia Civile. D'accord. Il s'est pris une raclée, comme manque de bol. Ouais. Voilà. C'est tough, hein. Mais à l'époque, pour un rien, ils étaient tout puissants, ils avaient tous les droits. Quoi. Et puis Ouais. il fallait surtout pas les se plaindre parce que vous vous reprenez une raclée. Quoi. Ouais. Alors, donc, vous partez en France parce que votre père a trouvé un travail à Gandrange et vous racontez le voyage vers la France. Alors, 8 dans une 404, quoi. Berlin. Ouais. Ouais, c'était 3 jours de voyage. C'était alors à l'époque, c'était, je crois, la première fois que je montais dans une voiture, quand même. Ouais, ouais. Alors c'était magique, mais au bout de 3 jours, je peux vous assurer, c'était l'enfer. Ouais. Avec les contrôles réguliers de manière régulière, le cul de la bagnole qui touchait la route. Enfin, bref, Ouais, c'était ouais. voilà, des manouches, quoi. Et alors, en arrivant, vous êtes logé dans une HLM et là, vous voyez les premiers vrais WC de votre vie, quoi. C'est... La première salle de bain. Ouais. Dire avec douche, baignoire, toilette. Enfin bref, c'est des choses que nous n'avions pas, mais Ouais. c'était le grand luxe. Ouais. Premier jour, vous allez à l'école avec des sandalettes, quoi, comme un petit espagnol, avec une chemise boutonnée jusqu'ici. Tout le monde se fout de votre gueule, quoi. Ça a été ma première humiliation. Ouais. Je voyais les rires moqueurs. Ouais. Et franchement, si j'avais pu les bouffer, ces sandalettes. Mais bon, voilà. Ensuite, vous racontez votre embauche dans la sidérurgie. Vous faites les 3-8 Oui. pour un SMIC à 3000 francs à l'époque. Mais finalement, ça vous plaît quand même. Le spectacle de l'acier en fusion, c'est quelque chose dont vous parlez souvent dans votre bouquin. Ça vous a ému.
C'est le coup de foudre. Ouais. Je vois ces gros blocs d'acier rougeoyant. Voilà, ça vous prend au trip, ça s'explique pas. Et ça fait 32 ans que ça dure. Ouais. Et puis ensuite, l'arrivée évidemment de Lakshmi Mittal, sa volonté de fermer Gandrange. Et là, vous êtes reçu à l'Élysée par Nicolas Sarkozy. Vous lui expliquez la situation et il vous répond « Vous avez goûté mes chocolats ?» C'est même pas qu'il me répond, c'est qu'il m'interrompt dans mon explication parce qu'on voyait bien qu'il n'avait que faire des explications qu'on lui donnait. Il regardait le plafond, enfin bref, on l'emmerdait, je l'emmerdais. Ouais, c'est terrible. Puis après, de toute façon, j'ai pas réussi à expliquer le dossier jusqu'au bout parce qu'il m'a interrompu en disant « Mais finalement, et si je venais à Gandrange, qu'est-ce que vous en pensez ?» Aucun intérêt à ce que vous veniez. Ouais. Et là, il boude. Il boude comme un gosse, il se tourne et il dit « Bon, bah, si vous ne voulez pas que je vienne, je ne viens pas. » Voilà. Mais il est venu. Mais parce qu'à un moment donné, oui, il voulait venir, donc il est président de la République. Il est venu pendant son voyage de noces, en plus. Il s'est marié, je crois, c'était un samedi, et le lundi suivant, il était venu à Gandrange, c'était le 4 février 2008, je m'en souviendrai toujours, il faisait un temps de merde, il pleuvait, les pieds dans la gadoue, et puis à la fin de son discours, en plus, il se fout de notre gueule, il dit « Gandrange comme voyage de noces, il n'y a pas mieux. » Voilà, donc, il se fout de notre gueule, en plus. Alors ensuite, Mittal fermera Gandrange. Et puis Hollande, pendant la campagne, il vous dit, écoutez, si je suis élu, de toute façon, il n'y a pas de problème, Monsieur Martin, il y aura une loi qui interdira de fermer les usines rentables. Cette loi, on l'entend toujours. Ouais. Vous avez bouffé des merguez avec Hollande, hein? Elle passe pas, elle reste coincée, là. Ouais. Donc, vous en avez marre de bouffer des merguez. Vous dites, à force de bouffer des merguez, on chie des cailloux, vous dites. Et c'est pour ça que François Hollande doit revenir à Florange. Il nous doit ça. En attendant, les hauts fourneaux sont fermés depuis jeudi. En attendant, les hauts fourneaux sont morts, définitivement morts. Je ne sais pas si certains dorment bien depuis. Je pense qu'il y a des consciences qui doivent... Ouais. Vous avez été trahi par tout le monde, finalement. Non, je ne dirais pas ça. Franchement, sur Arnaud Montebourg, il a mouillé la chemise. Il a fait le taf, il a fait le boulot avec son équipe. Ils ont même été chercher un repreneur qu'ils ont trouvé. Le dossier industriel était ficelé, le montage financier était bouclé. Et donc, cette victoire, on l'a touchée. C'est un peu comme le PSG l'autre jour. Hein. Ils étaient à 2 doigts de se qualifier. Et puis, patatras, il y a Messi qui rentre en jeu. Bah, là, c'était pas Messi. Là, c'était Hérault qui est... Hérault a eu peur. Parce que le mot nationalisation est devenu un gros mot, une insulte en France aujourd'hui, alors que dans notre esprit, il ne s'agissait pas de nationaliser ad vitam aeternam le site de Florange. Vous voulez faire ce qu'a fait Obama avec l'industrie automobile américaine. Voilà. Mittal veut fermer un fleuron de l'industrie française. Aujourd'hui, le seul qui est légitime à prendre un bien privé à quelqu'un dans l'intérêt général, l'intérêt du pays, c'est l'État. Et là, il a eu peur, et en même temps, il s'est servi de ça pour régler le compte de Montebourg, et ça, je trouve ça horrible, quoi. J'attends pas ça d'un élu de la République, et encore moins d'un Premier ministre, quoi. Mais ceci dit, il n'y a pas eu de casse sociale, en tout cas... Ça s'appelle de la com. Vous êtes, Monsieur Hérault est en train de retomber de la communication de Monsieur Sarkozy et de Gandrange. Les 575 salariés de Gandrange n'ont pas été licenciés. C'est vrai. Et les 400 sous-traitants, on en fait quoi? Les sous-traitants, ce sont les plus fragiles, les plus faibles. Or, rien n'a été prévu pour eux. Ils sont d'ores et déjà licenciés. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de casse sociale. Enfin bon, Édouard, il y a 1000 chômeurs nouveaux en France chaque jour. Si on compare ça, alors là, dans ce cas-là, on n'a plus qu'à se taire, on remballe, et puis on demande même pardon de demander des choses. Je dis simplement, à un moment donné, justement, où on a 1000 chômeurs par jour, lorsqu'il y a un repreneur qui vient, qui est prêt à mettre 500 millions d'euros sur la table, à maintenir l'ensemble des emplois, et y compris à créer de l'emploi, je pense qu'en temps de crise, on ne va pas faire la fine bouche, quoi. Parce que les mêmes qui aujourd'hui veulent nous foutre au chômage, demain seront les mêmes qui nous reprocheront d'être des assistés et de profiter du système social. Or, nous, on veut profiter de rien. On veut être des hommes dignes qui gagnent notre salaire dignement en travaillant et pas en bénéficiaire de je ne sais quelle heure. Voilà, c'est tout ça. Bien. Évidemment, maintenant, quand on vous voit là, on comprendrait que vous vous lanciez dans une carrière politique. Alors attendez, il faut arrêter avec les fantasmes. Lorsque j'ai émis l'idée que nous étions en réflexion pour voir si demain on n'allait pas rentrer en politique, les copains et moi, c'est parce qu'au bout de 20 mois de combat, on aura tout fait en termes d'action syndicale. Des piquets de grève, des blocages. On est même venu à pied jusqu'à Paris. Vous m'avez reçu à ce moment-là. Sarkozy vous a reçu avec des gaz lacrymogènes. Exactement. Et je me suis rendu compte, en fréquentant les élus, les uns et les autres, que finalement tout ça, ça les émeut pas. Ça les effraie absolument pas. Là où je me suis rendu compte, ils commencent à flipper, c'est lorsque des gens comme nous, disons, peut-être que nous, on va être candidats. Parce que ceux qui ont fait de la politique un métier, tout d'un coup, ils ont peur. Ils se disent,
Ils sont peut-être pas élus, mais ils peuvent me faire perdre mon siège. Mais est-ce que vous auriez les capacités d'être un homme politique? Mentez pour voir. Oui, j'aurais les capacités d'être un homme politique. Très bien, Edouard. Alors, Marie-Arlette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion. Et vous publiez au Cherche Midi Marseille, ma capitale. Alors, vous êtes en charge des handicapés et des SDF. Oui. Comment ça se fait? Vous êtes arrivée la dernière, le jour de la distribution des ministères? Non, pas du tout, mais je suis ravie de prendre en charge des gens qui en ont besoin. Ouais. Je travaille sur un plan autisme, j'ai travaillé sur une conférence de lutte contre la pauvreté et la précarité. On augmente le RSA, on augmente la CMU-C. Donc je fais des choses concrètes, positives. En plus, je le prends à cœur. Et vous en êtes où des embauches des travailleurs handicapés dans le service public? Parce qu'on est loin des 6%. Là. Absolument, absolument. C'est un engagement très important que nous avons pris. Et ça, c'est mon objectif, deuxième semestre 2013. Je vais mettre le paquet sur cette question. Mais est-ce que finalement les entreprises préfèrent pas payer des amendes qu'embaucher des handicapés? Alors déjà, on a dit que si ça marchait pas, on augmenterait les amendes. Voilà. Et dans les entreprises, les salariés sont prêts à aider l'autre, à ouvrir le poste de travail, à les accompagner. Vraiment, pour moi, c'est l'objectif de ma fin 2013. Les accès au transport, etc. On est quand même un des pays où il y a le moins de possibilités de circuler pour les handicapés. Excusez-moi, mais vous avez l'air très intéressé. Oui, je suis handicapée moi-même. Non, pas vous, mais vous avez quelqu'un de proche qui est handicapé? Non, mais ça nous concerne tous. C'est bien, c'est une question de société, c'est vrai. Non, mais c'est très bien. Ouais. Mais effectivement, ça me touche. Ouais. Alors, on ne vous connaît pas bien? Non. Donc voilà, regardez, Marie-Arlette Carlotti. En même temps, on ne connaît pas bien le Premier ministre non plus, donc si vous voulez. Alors, Marie-Arlette, vous avez été porte-parole de Jean-Noël Guérini, mis en examen pour détournement de fonds publics. Aujourd'hui, vous préférez rien lui porter, peut-être des oranges aux baumettes, bien? Non, il n'est pas encore aux baumettes. Et puis, ceci dit, moi, j'aime beaucoup les oranges. Je les mangerai moi-même, d'abord. Mais oui, j'étais porte-parole, mais après, je me suis rendu compte qu'il ne fallait plus que je porte cette parole-là. Alors, vous avez été lundi matin la première à publier votre patrimoine. Vous croyez vraiment que pour gérer une ville comme Marseille, on peut faire confiance à quelqu'un qui a aussi peu d'argent sur son compte? Et encore... Parce que franchement, c'est une misère ce que vous avez. Non. Encore, mon compte courant, il évolue très vite. Hein. Au fil des... Voilà, il y a en fin de mois, j'ai encore moins. Ouais, vous n'avez pas beaucoup d'argent, finalement. Bah, j'en ai comme... J'ai dit que j'en avais comme les couches moyennes, ce qui n'est pas vrai. Elles ont encore moins, les couches moyennes. Donc, il faut faire attention. Mais oui, on peut me faire confiance. J'ai joué la transparence. Ah, ça, c'est sûr, vous n'avez pas de compte en Suisse, vous. Hein. Regardez-moi, comme Cahuzac avec Hollande. Dans les yeux, j'ai pas de compte en Suisse. J'ai une relation tellement simple avec l'argent. Qui mentait bien aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, mais bon... Hein? En même temps, quand on est ministre du budget en temps de crise, il faut savoir mentir, hein, parce que... Il faut savoir surtout... Si on dit la vérité aux gens, ils se suicident. Il faut savoir surtout ne pas accepter ce poste quand on sait qu'on a un compte en Suisse. Sur la réduction du déficit public à 3%, il mentait aussi. Je pense pas. Ah, c'est dur, hein. C'est dur pour Hollande aujourd'hui. Il a moins d'opinions positives que Francis Saulme. C'est quand même... C'est quand même énorme. Non, mais c'est vrai, ça marche pas du tout, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire, alors, là? On va continuer. Ah, vous continuez? Merde. Non, mais on va continuer à positiver. Vous voyez bien qu'on est en train d'avancer sur des propositions très claires pour jouer la transparence de tous les côtés, pour rétablir la confiance avec les Français. Et on va en parler justement avec l'édito de Blacko. Et c'est Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Déshabillez-moi. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'obliger les ministres à rendre public leur patrimoine? En tout cas, c'est marrant de savoir que Montebourg s'est offert un fauteuil à 4 000 €, que Duflo roule en 4L, ou qu'Eva Joly s'est payé des kayaks de compète en carbone. Pendant que le bon peuple lorgne les puissants par le trou de la serrure, ça lui évite de s'intéresser au vrai scandale. On soupçonne ainsi Cahuzac d'avoir mis ses relations au ministère de la Santé au service de grands laboratoires pharmaceutiques qui le payaient cher pour ça. Nous avons une proposition à vous faire. 2 millions de dollars. Mais ce n'est pas le seul politique à être copain avec les milliardaires du médicament. Avant d'être un président de la République irréprochable, Sarkozy était l'avocat d'affaires des laboratoires Servier. Il a même décoré Servier du plus haut grade dans la Légion d'honneur. Le conflit d'intérêts, c'est un fléau de la vie publique. Exemple, Éric Woerth, un ministre du budget censé lutter contre la fraude fiscale. Or, sa femme gérait la fortune de Liliane Bettencourt, qui justement planquait du fric en Suisse. Après un tel scandale, Sarkozy a donc décidé de moraliser la vie publique. Je demanderai à une commission de réfléchir pour éviter dans l'avenir
toute forme qui pourrait intervenir de conflit d'intérêts. Il a commandé un rapport qui est devenu un projet de loi adopté en Conseil des ministres. Seul petit problème, le texte n'a jamais été présenté à l'Assemblée. La loi n'a donc jamais été votée. Puisque l'affaire Woerth ne faisait plus la une des journaux, à quoi bon imposer plus de contrôle à l'ensemble de la classe politique? Le besoin de moraliser se fait surtout sentir lorsqu'un scandale éclate. Quand Bernard Arnault voulait devenir belge, eh bien Cambadélis a réclamé la création d'une commission d'enquête sur l'évasion fiscale. Bonne idée! Sauf que cette commission existait déjà. Quelques mois plus tôt, elle avait rendu un rapport accablant qui estime que l'évasion fiscale fait perdre chaque année 50 milliards à l'État. Une somme équivalente au budget de l'éducation nationale. Rien que ça. Alors cette fois, c'est promis. Le gouvernement a décidé de s'attaquer aux paradis fiscaux pour de vrai. Les paradis fiscaux doivent être éradiqués. Pourquoi pas? On veut bien les croire. En attendant, Déshabillez-moi. on est quand même impatient de connaître le montant de la fortune de Fabius. Déshabillez-moi. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Yves Tréhard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, après le choc de compétitivité, après le choc de simplification, suite à l'affaire Cahuzac, voici le choc de moralisation. En tout cas, ça n'a pas l'air de créer un choc de popularité, ni un choc de crédibilité dans l'opinion. Hollande veut régler le problème en une semaine. C'est à se demander pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt si c'était si simple que ça. Alors, on va commencer avec le patrimoine d'abord. Donc, Marie-Arlette, je répète, vous avez été la première, lundi, à dévoiler votre patrimoine. Alors, tout le monde est d'accord, effectivement, sur un contrôle. Là où il y a débat, c'est est-ce qu'il faut que ça soit public ou pas? Les gens disent la transparence, oui, le voyeurisme, non. Alors, vous en pensez quoi, Marie-Arlette? Vous êtes voyeuriste? Non, mais c'est pas la solution, uniquement. Ouais. Ce qui est intéressant pour un élu, c'est de savoir ce qu'il a au départ, et quand il a son mandat, et qu'est-ce qu'il a à l'arrivée. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'est en train de proposer justement François Hollande. Ce n'est pas une commission, une de plus. Il propose la mise en place d'une haute autorité qui va vérifier nos patrimoines, qui aura la possibilité d'investigation, de nous demander... Et puis on refera la même chose à la fin pour voir... Parce que dans la réalité... On ne s'enrichit pas quand on fait de la politique, si on le fait normalement. Ah oui. Donc, et il n'est pas question de dire et de stigmatiser ceux qui ont un peu plus d'argent, ceux qui en ont moins. C'est pas parce qu'on est riche. Non, mais c'est ce qui va arriver. Parce que regardez Fillon, par exemple. Il est venu à la télé. Il dit, regardez, j'ai une pauvre maison que j'ai achetée 440 000 €. Maintenant, elle vaut 660 000 €. Sauf quand on voit la photo de la maison, qui est une maison de maître, en fait, c'est pas non plus énorme. Mais pour tout le monde, il habite dans un château. Mais donc les gens, chaque fois qu'il va ouvrir sa bouche... Les gens vont lui parler de son château. Les gens ne savent même pas comment finir le mois. Et on voit que ce mec-là, effectivement, nous met à la tête un château. Enfin, vous imaginez bien que c'est... Vous savez que ça se produit dans beaucoup de pays européens, dans beaucoup de pays modernes. Ils n'ont pas cette relation comme on a avec l'argent. Pourquoi on ne leur colle pas des contrôles fiscaux tous les ans aux hommes politiques? Parce que nous, on en a des contrôles fiscaux. Ouais. Mais moi, le fisc m'a demandé des explications. Ouais. Quand je suis devenue ministre, je pense qu'on a demandé l'estimation de mes maisons, etc. Ce qui est tout à fait légitime. Que les hommes politiques fassent des déclarations, que ces déclarations soient contrôlées, très contrôlées, même par une commission parlementaire, pourquoi pas. Qu'en cas de doute, il y ait une enquête et très profonde, pourquoi pas. Mais pourquoi demander aux gens d'étaler sur la place publique ce qu'ils ont? Et à la fois, l'homme politique est un homme comme les autres et bénéficie lui aussi de l'article 9 du Code civil, quand même, qui est la protection de la vie privée. Et surtout, c'est peut-être de nature à décourager des gens de rentrer en politique, des gens qui seraient formidables et qui pourraient se dire que finalement, si c'est ce système-là, non, ils n'ont pas envie d'aller là-dedans. Pourquoi pas? Il n'y aura plus que des fonctionnaires qui feront de la politique. Yves? Non, je crois qu'on est aujourd'hui, de toute manière, dans une société du doute. C'est-à-dire qu'on doute de tout. Ouais. Et alors, il y a deux catégories de doute. Il y a le doute, effectivement, qui est attisé, je dirais, par une espèce de jalousie. C'est vis-à-vis du personnel politique en disant « mais finalement, c'est tous des pourris, ils sont riches, ils s'en mettent plein les fouilles. » Ça. Et puis, il y a le doute sur ce qu'ils disent. Et c'est ce doute-là qui est le plus grave. C'est quand vous avez un président de la République qui vous dit « moi, il y a le chômage, la courbe du chômage, elle sera inversée d'ici à la fin de l'année. » Il ment quand il dit ça, parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas. Alors regardez le doute. On est parti la semaine dernière avec une révélation. C'est lui qui nous le dit. Bah, finalement, j'ai un compte de 600 000 € à Singapour.
Aujourd'hui, on est à combien? On est à 15 millions d'euros. La semaine prochaine, on sera à 50. Non, de toute façon, à 600 000 euros, les manière, banques suisses n'ouvrent pas de compte. Bah, évidemment. Bah, c'est déjà les petits frais, c'est le pourboire pour le banquier. Donc, il y a un réel problème dans cette société. Je crois que si on veut rétablir la parole publique et la parole de ceux qui nous gouvernent, il faut déjà qu'ils soient sincères et vrais dans ce qu'ils disent sur le plan politique. Mais regardez, Yves, il y a un truc incroyable. Eva Joly, qui est quand même une fille honnête, elle fait 2%. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, Bayrou, il fait 10%. C'est-à-dire que les gens ont-ils envie d'avoir des hommes politiques intègres? Parce que, aux dernières élections... Oui, mais vous savez, on fonctionne par mode aussi. L'année dernière, on n'était pas sur ce mode-là. C'est vrai que Bayrou, il n'a rien fait, là. Il a absolument... Il a dit un petit peu, il y avait un référendum, il fait une pétition. Il prend 10 points d'un coup avec cette histoire. Alors qu'il n'a rien dit de plus que ce qu'il disait l'année dernière. Édouard, votre patrimoine, alors attendez, c'est important. Vous avez quoi, vous? Alors moi, j'ai une maison qui appartient à la banque, puisqu'elle n'est toujours pas finie de payer. Et j'ai une voiture qui a 10 ans, 170 000 km. Donc si je vais la vendre, c'est une qui pas cher, hein, 2300 €. Voilà. C'est quoi comme bagnole? On va vous aider, nous. C'est Max, Ford. C'est invendable. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand même assez pathétique à quoi on assiste. Il y a une chanson de Balavoine qui disait « Il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête ». Déjà, je comprends votre démarche. On est vachement dans la démago, là. C'est de dire, voilà, moi, je suis plus blanc que blanc, quoi. Ça, c'est Coluche qui disait ça, quoi. Mais à côté de ça, moi, je pense, si on veut éviter ces dérives, c'est qu'il faut arrêter de faire de la politique un métier. Tous ceux qui ont fait de la politique, dont ce n'était pas le métier et la passion depuis le plus jeune âge, ils se sont plantés. Pourquoi? Parce qu'en France, quand vous êtes à la tête d'un ministère, vous êtes à la tête d'une administration. Si vous ne savez pas faire marcher cette administration-là, eh bien vous vous faites bouffer par cette administration. Parce qu'on parle beaucoup des politiques, mais ceux qui appliquent la politique, et souvent qui prennent les devants par rapport à leurs ministres, ce sont les hauts fonctionnaires qui prennent, qui rendent prisonniers quasiment leurs ministres. Et quand vous êtes amateur, quand vous êtes avocat, syndicaliste, rugbyman, pourquoi pas, enfin... il y en a eu, eh bien, vous vous retrouvez à la tête d'une administration... Vous faites de la com, vous ne savez et puis pas la politique, elle est faite par les directeurs de Exactement. cabinet. Oui. On passe au conflit d'intérêts. Alors, quelles professions sont compatibles avec les mandats électoraux? Par exemple, avocat d'affaires, c'est sûr que c'est compliqué. Mais ce n'est pas une profession, avocat d'affaires. Vous pouvez avoir un cabinet dans lequel vous avez certains de vos collaborateurs qui font du pénal, d'autres qui font des divorces, et une troisième catégorie qui font des contrats, des fusions-acquisitions. Oui, mais est-ce qu'à ce moment-là, on peut être un homme politique quand on fait des fusions-acquisitions, etc. Est-ce qu'on peut être jugé parti, finalement? À mon avis, c'est certaines activités qu'il faut peut-être pointer, recenser, sans jeter l'opprobre dessus, d'ailleurs, parce que faire des fusions-acquisitions quand on est avocat, il n'y a rien de mal à ça. Non. Il y a un conflit d'intérêts, par exemple, dont on ne parle jamais. C'est pourquoi les gens aimaient bien que leur maire soit ministre. Parce que s'ils faisaient des trucs pour la région. Et voilà. Comment s'est construit l'autoroute de l'Est avec Mesmer? Comment s'est construit l'autoroute de Bordeaux avec Chaban-Delmas? L'aéroport de Nantes. Une facilité. L'aéroport de Nantes, ils ont du mal. Bien. Alors, maintenant, les paradis fiscaux. Alors, il y a une arme qui est très efficace, c'est l'échange automatique de renseignements entre les pays. C'est-à-dire que dès qu'un compte s'ouvre dans le monde, l'info est transmise aux autorités du pays de celui qui vient de l'ouvrir. C'est ce que font les Américains. Ça, c'est une arme extrêmement efficace. Simplement, pour adopter une méthode pareille en Europe, il faut qu'il y ait l'unanimité. Sauf qu'en Europe, il y a le Luxembourg, qui est un paradis fiscal, et l'Autriche, qui en est presque un. Donc, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est pas normal qu'en Europe, c'est vrai, il y ait des paradis fiscaux, dans l'Union européenne au moins. Oui. Ça paraît complètement aberrant. Surréaliste. En revanche, je vais vous citer un cas où, comment vous faites? Vous êtes industriel, vous montez une affaire avec un Chinois. Oui. Le Chinois, la règle, c'est que la société est inscrite dans un paradis du sud-est asiatique. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à Ogier, au grand copain le trésorier d'Hollande, le Voilà. grand copain d'Hollande, Voilà. qui a monté une société avec un Chinois et qui a pris donc des parts dans une société aux îles Caïmans, ce qui fait maintenant, on dit plus gauche caviar, on dit gauche Caïman. Vous le déclarez? Éradiquer tous les paradis fiscaux dans le monde, j'y crois pas 2 secondes. Mais monsieur, quand vous avez un compte à l'étranger, ben, vous avez qu'à le déclarer, tout simplement. Vous donnez un exemple, mais cet exemple, il est tout à fait viable, à condition que ce soit ouvert et transparent et déclaré. Voilà. Ah, d'accord. Est-ce que les banques doivent publier la liste de leurs filiales à l'étranger? Ça sera la loi. Ça se fait déjà. C'est-à-dire que tout ce qui a été annoncé mercredi par le président de la République, il y a au moins les 2 tiers de ce qu'il a dit existe déjà. Sauf que pour certaines de ces mesures,
On attend encore les décrets d'application ou l'application. Regardez, vous avez vu tout à l'heure Nicolas Sarkozy. Le rapport Sauvé. Le rapport Sauvé. Alors, ça devait rentrer en application, vous verrez, et ça ne se passera plus jamais. Alors là, Hollande nous dit la même chose. Je pense que le prochain président de la République nous dira encore la même chose. Oui, mais tout ça va passer dans des lois. Ça va être voté. Le 24 avril, c'est présenté devant le Conseil des ministres. Après, il faut que ça soit voté. Et ensuite, ça sera voté. Et après, il faut les décrets d'application. Les décrets d'application ne sont jamais pris. Ça sera présenté devant l'Assemblée nationale et le Sénat avec un vrai débat public. Voilà, donc suivons les choses dans la transparence, là aussi. Ouais. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est qu'en fait, il y a Cahuzac qui se fait choper. Bon, c'est dommage pour lui. Mais tout ça nous amène, Hollande en profite pour faire la moralisation de la politique. Donc, est-ce que pour faire oublier Cahuzac, il n'est pas en train de monter une usine à gaz qui finalement, les gens ils s'en foutent un peu, parce que quand vous interviewez les gens dans la rue, ils vous disent, de toute façon, ils sont tous corrompus, ils ne sont pas spécialement surpris, les gens. Les gens s'en foutent. Moi, j'ai peur du coup aussi pour la jeunesse. Je me dis, quel message ça envoie à des gens de mon âge ou des gens plus jeunes? Ça nous donne aucune envie de voter, aucune envie de nous investir dans la vie politique. Ça, c'est terrible. Voilà. À quoi ça sert d'essayer de découvrir ce qu'est la droite ou d'essayer de découvrir ce qu'est la gauche? Bah rien, parce qu'on n'y comprend rien et que de toute façon, vous êtes tous pareils. Donc les gens ne s'en foutent pas. Ah mais les gens, ils veulent de la transparence, ils veulent de la clarté, ils veulent des gens honnêtes. Voilà, les gens ne s'en foutent même pas ce que tu es en train de dire. Vous avez du boulot à Marseille. Quand j'y étais, place de la Bastille, quand il a été élu, est-ce que tu te rends compte que François Hollande, je ne sais pour quelle raison, pour nous, les jeunes, on avait l'impression de revivre ce que vous avez vécu jeune à l'époque de Mitterrand, que nous n'avons pas connu. Nous, pour nous, c'était l'Eldorado, ça y est, la droite, le petit avec sa montre était parti. Alors on avait Droupi et sa bonne tête qui nous disait vous allez voir, je vais vous emmener. Résultat, il nous a menti. Résultat, il n'y a toujours pas de taf. Vous n'avez pas assez écouté Martine Aubry. Martine Aubry, vous avez dit c'est flou. Oui, et quand mais Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. C'est bon. Martine Aubry avait raison. Martine Aubry avait raison. Pour conclure, est-ce qu'il ne fallait pas mieux engager 3000 inspecteurs du fisc et faire une grande opération main propre? Alors, les inspecteurs du fisc, il n'embauchera pas 3000. Hein. On préfère les mettre à l'éducation nationale, à la police, à la justice. Mais il va en embaucher, justement, pour renforcer le parquet, pour que le parquet spécifique puisse mener... Un parquet spécial puisse mener des enquêtes réelles par rapport à ceux qui placent de l'argent et qui à l'étranger. Merci à tous. Yves, merci d'avoir été avec nous. Marie-Arlette, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous avoir rencontrés. Nous sommes toujours en compagnie d'Enora Malagré, de Patrick Bruel et d'Édouard Martin. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Aurélien Brulé. Bonsoir. Bonsoir. Alors Aurélien, en fait, tout le monde vous appelle Chani, ce qui veut dire gibbon en taille. En effet, passionné par le monde des singes depuis votre plus jeune âge, vous avez décidé, à l'âge de 18 ans, de vous installer en Indonésie pour sauver une espèce menacée par la chasse et la déforestation, les gibbons. Depuis, vous vivez votre vie comme un film d'aventure. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ?» Quoi de neuf? Rien. Plus que 1490 jours avant le retour de Sarko à l'Élysée. Élysée. Alors Hollande est revenu faire son stand-up, tu vois, l'Élysée Comedy Club. Un micro, un pupitre, plafond à moulure et boum, je vanne. Alors il a encore fait un stand-up sur l'autorité. Moi, président, vous connaissez pas Raoul, tu vois, le truc. Lui qui fait un sketch sur l'autorité, autant de crédibilité que voir Boutin interpréter le lâcher de salope. Alors, il y a une semaine, il parlait d'un choc de simplification. Et là, il décide de créer une haute autorité de surveillance. Hollande, créateur de haute autorité depuis 2012. C'est le truc... c'est quoi ce terme de haute autorité? Je veux dire, quand tu penses qu'il existe une haute autorité, c'est que tu crois qu'il existe aussi une basse autorité. C'est surtout donc que tu connais rien en autorité. Je veux dire, non? Alors, vous savez ce que c'est? C'est un mec qui bloque l'entrée du ministère de la Défense avec un Vélib. Ouais. C'est Hollande qui fait une tentative de putsch. Il paraît que les grands leaders se révèlent dans la crise. Ouais. Quand on voit le mal qu'ils se donnent pour gérer une histoire de RIB, quand même. Alors, inutile de le dire qu'il n'a pas mentionné Hérault, pauvre Jean-Marc. Hérault qui a apporté son soutien à Borloo, qui a demandé une commission d'enquête sur l'action du gouvernement durant l'affaire Cahuzac.
J'ai jamais vu. C'est le Premier ministre qui est d'accord de faire une commission pour être au courant de ce qui se passe sous sa responsabilité. Alors, opération transparence, tout le monde à poil. Moi, franchement, j'aurais préféré rien savoir. Vraiment, je dirais. Fillon, qui a une bicoque dans la Sarthe, Duflo, une Twingo à 1500 €, Belkacem, un livret A, Philippe Petit, un appartement de 70 mètres carrés. Enfin, on demande au ministre de l'honnêteté, pas de faire pitié. Mais ça c'est cette idée grandiose, hein, du plus t'es pauvre, plus c'est bien vu, quoi. C'est un truc. La France, ça va être le seul pays au monde où on est fier de gagner le SMIC, de rouler en kangou et de bouffer au flunch, quoi. C'est vrai. Non, mais si on continue comme ça, même les Roms voudront plus venir. Hein. Puis ce truc de transparence, certains, ça va les foutre mal. Hein. Ça va... Il y a déjà des rumeurs sur Fabius, quoi. Il paraît qu'il est en train de vendre ses tableaux pour acheter un stock de kangou. C'est l'image, quoi, c'est l'image. En tout cas, avec toutes ces histoires de patrimoine, on sait au moins une chose, Moscovici ne savait rien sur Cahuzac. C'est vrai, quoi. Il a aucun flair, ce type. J'ai regardé son patrimoine, le type, il a un duplex à Montbéliard. Duplex à Montbéliard. La seule façon de faire une plus-value là-bas, c'est s'il y a une montée du niveau de la mer de 15 mètres. Ouais. Amour. Eva Joly appelle à manifester avec Mélenchon le 5 mai prochain. Il fallait bien qu'ils se rencontrent, les deux, quoi. Ça pouvait que connecter, quoi. C'est la comédie romantique trotskiste de l'année. Ou quand Robespierre rencontre Elena Ceausescu, c'est après Hiroshima, mon amour, le goulag dure 3 ans. Lady Pol Pot. Ou l'histoire d'une Scandinave qui, à la ménopause, découvre en même temps l'orgasme et la langue française. Parlant de cinéma, cinéma engagé, Véronique Jeunesse déclare dans le Figaro « Pourquoi j'arrête Julie Lescaut ?» Ouais, mais oui, pourquoi ? Pour une fois qu'on avait une série policière qui rivalisait avec les meilleures productions ouzbèques. Tourisme. Alors, je sais pas, tout le monde a vu cette photo de Kim Jong-un, Mahjong 2 ou Backgammon 3, je sais plus très bien. Mec, il est fort. Hein. Faire croire au monde entier qu'il va lancer une attaque nucléaire alors qu'il fait du cheval en Camargue, franchement, c'est pas avec cette photo qui fera trembler le monde. Enfin, on dirait Attila avec des problèmes de cholestérol. C'est pas... Non, moi, je fais de la peine, moi. Kung Fu Panda, c'est paumé parmi ces généraux, là. On dirait un petit obèse kidnappé par une maison de retraite du 13e arrondissement. Métaphysique des liquides. Il paraît que Cahuzac était franc-maçon. Ah oui. Alors, le nom de sa loge, c'est Locarno 28. Ah, comme c'est une ville suisse. Il est fort pour brouiller les pistes, lui, quoi. C'est un truc... Alors, les gens, évidemment, vont se dire, mais c'est quoi un franc-maçon ? Alors, un franc-maçon, comment dire, c'est trop snob pour être catho, pas assez select pour être juif. Non, je réfléchis. Non, il y a de la matière. C'est vrai. Nécrologie. Margaret Thatcher est morte. Thatcher, on peut dire ce qu'on veut. Je veux dire, elle a peut-être pas fait beaucoup pour les mineurs, mais sans elle, on n'aurait sans doute jamais connu les Clash et les Sex Pistols. Alors, Jean-Luc Mélenchon estime que Margaret Thatcher va découvrir en enfer ce qu'elle a fait aux mineurs. Vu le poids politique du front de gauche, c'est surtout Jean-Luc Mélenchon qui découvrira en enfer ce qu'il n'a pas fait pour les mineurs. Waouh! Moi, je me méfie, quoi. Un athée qui croit à l'enfer, mais ça, c'est le problème des laïcs enragés, quoi. Ils sont tellement sûrs que Dieu n'existe pas qu'ils s'estiment légitimes pour prendre sa place. Enfin, c'est un truc... Les journaux, évidemment, se demandent si il faudrait une Margaret Thatcher en France. Ce serait chouette, hein? Ah non, mais elle, à Florange, au lieu de vous proposer un reclassement, elle se serait arrangée pour vous filer la nationalité indienne. Ah, bravo. En sari et casque. T'auras pas ton agrègue. Jeu de mots. Alors, le grand rabbin de France, Gilbert Enaim, déjà coupable de plagiat, a en plus usurpé son agrègue de philo. Ça manque plus qu'on découvre qu'il organisait des soirées jambon-rillettes avec Tariq Ramadan. Larousse. Définition du mot mariage a été modifiée. Oui. C'est plus l'union de deux personnes de sexe opposé, mais l'union de deux personnes de sexe opposé ou de même sexe, blablabla, etc. C'est faux. Il faut tout réécrire. Mariage. Acte précédant le divorce et dont le but est de faire une jolie fête lorsque tout le monde se supporte encore. C'est pas le seul terme à réécrire, hein. Il y en a d'autres comme filiation, acte qui permet de retrouver le connard ou la connasse à qui on n'a rien demandé, adoption,
coup de pouce du destin qui permet à certains gosses de tomber sur des parents plus compétents que ceux livrés d'origine. Après, il y a une nuance. Enfant adopté vietnamien. Enfant très prisé par la bourgeoisie du 16e arrondissement du fait de la ressemblance physique qu'il développe avec la mère adoptive une fois qu'elle a passé ses premiers liftings. Alors peut-être une bonne nouvelle, pour terminer, c'est Pierre Berger veut des préservatifs gratuits au collège. Ouais. Comme si les profs n'avaient pas les moyens de s'en acheter. Alors, pas belle la vie? Pas belle la vie. Merci. C'était Gaspard Proust, que vous retrouvez ici la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr et demain, à 15h05, sur Canal+. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Chani, rebonsoir. Vous êtes né le 2 juillet 1979 à Fréjus, sous le nom de Aurélien Brûlé. Père, agent immobilier, mère, secrétaire comptable chez un notaire. Alors vous grandissez à Fayence, qui est un très joli village du Var, dans la Garrigue. Et dès votre plus jeune âge, vous êtes fasciné par le monde des singes. À partir de 10 ans, oui, je collectionne tous les bouquins, les images, tout ce qui concerne le monde des singes. Et à un moment, vous décidez de prendre contact avec un primatologue, donc Jean-Yves Collet. Et vous n'avez que 11 ans à ce moment-là. Et là, votre mère vous emmène le voir dans les Alpes. C'est ça. Et il vous dit, bah, écoutez, commencez par aller aux zoos. Bah oui, j'ai 11-12 ans, que faire d'autre? Voir des singes. Alors, aux zoos de Fréjus, donc, il y a une espèce qui attire votre attention, ce sont les gibbons. Ils m'attirent, c'est pas un coup de foudre, mais simplement, avec mes yeux d'enfant, ils me paraissent pas bien. Ils me paraissent tristes, ils sont toujours tout seuls. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Vous y allez tous les mercredis après-midi, mais sans payer quand même. Sans payer, mais voilà, alors que les copains partaient au foot, jouer, etc. Moi, j'allais avec les singes, et ça pendant quelques années. Évidemment, c'est difficile pour vous, parce que quand on passe son temps avec les gibbons, on a du mal à se faire des potes, quoi. Bah, c'est ça, j'étais toujours le gars un petit peu étrange, que ce soit au collège, ensuite au lycée. Voilà, je passe mon temps avec les singes, donc avec les filles et tout ça, ça marchait pas forcément très bien comme accroche. Mais c'était vraiment passe-temps, et je me sentais utile auprès d'eux. Ben voilà. Alors, vos observations aux zoos de Fréjus vont durer 5 ans, et vous finissez par comprendre pourquoi il y a de la détresse dans les yeux des gibbons. Les gibbons sont monogames, et pour se reproduire, ils ont besoin d'aimer leur compagne. Voilà, en fait, c'est les directeurs de zoos qui décident avec qui les mettre. Donc, ils sont enfermés dans des cages avec des gonzesses qu'ils n'aiment pas, les gibbons. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, il faut apprendre à former des couples. Il faut apprendre à former des couples. Encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ils se choisissent. Alors au collège, bah, ça va pas fort. D'abord, vous n'êtes pas très heureux dans votre vie scolaire. Et là, un mercredi, il fait froid, les gibbons sont dans leur cabane, vous êtes appuyé contre la cage, et soudain, il y a une petite main qui prend délicatement la vôtre. C'est une femelle gibbon qui est sortie de sa cabane, elle grelotte, elle vous regarde, et elle vous réconforte. En fait. Voilà, et pour moi, c'est un déclic, parce qu'à ce moment-là, quand je me retourne, donc ça va pas bien, et quand je recroise son regard, je me dis, tiens, elle a été là pour moi, à ce moment-là. Et j'avais besoin de quelqu'un à ce moment-là. Alors, c'était un gibbon. Il se trouve que c'était un gibbon. Mais à ce moment-là, je lui ai fait une promesse que je tiens encore au jour d'aujourd'hui. C'est de tout faire pour elle et pour ses congénères. C'est ça, vous décidez de consacrer votre vie au gibbon à ce moment-là. C'est pas rien, quand même, surtout à l'âge que vous aviez. Alors, à 16 ans, vous décidez de faire un livre sur les gibbons. Et à la sortie du livre, vous donnez une interview à VSD. Et là... Je rentre du lycée, le téléphone sonne, je décroche. Muriel Robin. Alors, je la crois pas, évidemment, dans un premier temps. Elle fait, si, c'est bien moi. J'ai lu un article sur toi. Tu veux partir sauver les singes, les gibbons en Asie? Eh bien, tu pars. Je vais t'aider et je serai toujours là. Muriel Robin, mesdames, messieurs. C'est génial, super. Alors, en 1997, une semaine après votre bac, vous prenez l'avion, direction Thaïlande. Et c'est là que vous devenez Chani. C'est ça. Qui veut dire en fait gibbon en thaï. Impossible de prononcer Aurélien pour les Thaïlandais. Non. Comme je passais mon temps à chercher ces singes, ils m'ont appelé tout simplement gibbon, ce qui est Chani. 3 mois plus tard, vous reprenez l'avion sans trop savoir quoi faire pour les gibbons. Et dans l'avion, en lisant un journal, vous découvrez la catastrophe écologique qu'est la déforestation de l'Indonésie pour planter des palmiers, pour faire de l'huile de palme. Et en fait, on tue l'habitat des singes et d'autres animaux d'ailleurs. À l'époque, on perdait 2 millions d'hectares de forêt sur Bornéo et Sumatra. Donc plus de forêt, donc plus les gibbons et tous les autres animaux évidemment. Donc je me dis, si je veux aider les gibbons, c'est pas la Thaïlande, c'est l'Indonésie, parce que c'est là-bas qu'il se passe le plus de choses et qu'il y a le plus de problèmes.
En mai 1998, un an plus tard, vous arrivez à Jakarta et vous découvrez la manière dont les gibbons sont capturés. Mais on les capture pourquoi? Alors, ils sont vendus comme jouets vivants. Donc pas animal de compagnie, plus jouet vivant. Il s'est mis dans une cage et on s'en divertit, puis ensuite on l'oublie. Donc on tue la mère dans la forêt pour récupérer le bébé. La mère fait une chute de 60 mètres. Comme les gibbons sont monogames, toute la cellule familiale en fait disparaît dans la forêt pour un seul bébé vendu sur le marché. Vous découvrez qu'en Indonésie, en fait, c'est chic d'avoir un gibbon dans une cage devant chez soi. Il y a une forme de prestige d'avoir des animaux sauvages, dont des gibbons. Donc c'est surtout les personnes riches, les hauts fonctionnaires qui vont avoir comme ça des singes devant chez eux. Et voilà, mais il faut savoir qu'en captivité, dans ces conditions, les animaux vont vivre au maximum 5-7 ans, alors que dans la nature, ils vont vivre plus de 30 ans. Ah là là. Vous êtes une espèce de Diane Fossey, quoi, en fait, un peu. Oui, évidemment, c'est un combat. Alors le problème, c'est que le gouvernement indonésien est peu motivé par la préservation des gibbons. Alors pour vous, c'est dur, évidemment, parce que vous n'avez plus d'argent, vous ne savez pas trop comment faire. Et là, vous êtes recueilli par une famille dans un bidonville. Je rencontre un des fils de la famille dans la rue qui me dit « Viens boire un thé chez moi ». Je suis resté 9 mois chez lui, du coup. Donc j'ai appris l'indonésien pendant ce temps-là. Ça me permettait d'aller tous les jours au ministère des Forêts à Jakarta pour faire une pression sur les autorités pour qu'ils me signent un papier pour m'autoriser à créer le premier programme de conservation de cette espèce. Donc il faut dire que c'était en mai 98, donc du coup c'est la chute du président Suharto à l'époque en Indonésie. On a des blindés dans tous les coins de rue à Jakarta. C'est pas du tout le bon moment pour aller, voilà. Mais j'ai continué et Muriel à l'époque était importante aussi. Elle vous envoyait des messages? Envoyait des fax. Vas-y fonce, je suis sûr que tu vas y arriver. Doute pas, fonce. Alors j'avais pas le droit de la décevoir. Bon, vous n'avez pas d'argent et là-bas pour se faire un peu de thunes, les mômes ils font la circulation. Donc vous vous retrouvez en train de faire la circulation dans les rues de Jakarta, c'est quand même énorme. Ouais. Et comme j'étais blanc justement, ça surprenait beaucoup les automobilistes et du coup ils donnaient la pièce beaucoup plus facilement. Donc du coup c'était la bonne affaire pour les gamins qui étaient avec moi. Alors finalement, donc, vous signez un accord avec le gouvernement indonésien et vous partez à Bornéo pour protéger les gibbons. Et vous comprenez très vite en fait en arrivant que vous ne ferez rien sans le soutien de la population locale et qu'il faut devenir indonésien. Donc vous prenez la nationalité indonésienne. Puis alors, il y a un truc, c'est qu'en Indonésie, la religion est marquée sur le passeport. Voilà, on est obligé. Donc quand on voit marqué catholique, c'est gênant. Donc vous convertissez à l'islam. Voilà, je choisis l'islam parce que c'est le plus grand pays musulman au monde. Ouais. Sauf que circoncision, voilà. Hein, Aurélien? Et oui, il faut y passer. C'est dur. Préparation psychologique. Et à quel âge vous êtes fait circoncire, là? À 22 ans. Ça fait mal. Ah, ça fait mal. Et chez nous, on fait à 7 jours. Et puis, je déconseille le matin d'avoir des émotions fortes après la circoncision. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Alors, pour faire connaître votre action, vous avez une idée géniale. Vous créez une radio. Alors, c'est une radio qui donne des infos sur les gibbons, mais ce n'est pas une radio chiante. Parce que lui, ce qui est bien, c'est qu'avec lui, l'écologie, c'est fun. Le but, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le gamin qui, a priori, s'en fiche des gibbons, s'en fiche de la forêt, reçoit le message. Donc, je vais lui donner ce qu'il a envie. De la musique, des canulars à antenne, des émissions rigolotes, etc. Mais quelle que soit l'émission, quelle que soit l'heure de diffusion, on va avoir ces petites pastilles. Et ça fait maintenant longtemps que ça dure. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir, on a 10 000 à 15 000 auditeurs sur 24 heures derrière nous. Et on arrive à faire la différence. Si je compare à la France, sur une chaîne où on a des documentaires, si la personne a déjà fait la démarche d'aller voir ce documentaire sur cette chaîne, elle est déjà sensibilisée. Par contre, sur une émission de divertissement où les gens ne s'attendent pas du tout à avoir de l'environnement, c'est là où on va toucher le gamin qui, a priori, n'en a rien à faire. Donc c'est exactement ce principe-là. C'est très intelligent. Alors, vous devenez vraiment un spécialiste des animaux, une espèce d'Indiana Jones. C'est-à-dire quand il y a une panthère qui rentre dans un village, on vous appelle. C'est ça, c'est que je suis arrivé pour les gibbons, mais il y a énormément d'autres animaux qui sont en détresse et qui font aussi des soucis aux populations. Quand l'habitat disparaît, justement, des panthères, des ours rentrent dans les villages. Donc on nous appelle pour éliminer le souci, mais faire en sorte que l'animal soit sauvé aussi et relâché dans d'autres zones. Comment vous faites pour maîtriser une panthère, Aurélien? Alors, c'est arrivé une panthère qui a attaqué une enfant dans un village. On l'a piégée pour attraper la patte antérieure. Ensuite, par derrière, on tirait la queue pour l'écarteler, en fait, et avec le poids du corps dessus, avec une injection pour l'endormir. De kétamine? De kétamine, c'est ça, un anesthésiant. Vous avez fait la même chose avec un ours? Avec plusieurs ours. Vous avez été blessé avec l'ours? Oui, la main gauche, mordu par un ours. Mais oui, c'est plein de risques, mais c'est beaucoup de système D. On est à Bornéo, on essaie de faire la différence avec peu de choses. Alors évidemment, vous avez des problèmes. D'abord, les compagnies qui déforestent pour faire de l'huile de palme, évidemment, ce n'est pas vos copains. Les braconniers, certaines fois la police. Bien sûr. Alors vous avez été génial, un jour il y a la police qui arrive là où ils sont et il enferme l'animateur de l'émission dans le studio et l'animateur de l'émission raconte l'arrivée de la police en direct.
Ce qui fait que la police finit par se tirer. Oui, parce que les auditeurs commencent à arriver, et eux qui étaient arrivés pour nous intimider en bombant le torse, quand ils ont vu arriver 5, 10, 15, 20 auditeurs... Alors aujourd'hui, à Callaway, donc il y a 243 gibbons, en soins, des crocodiles, des ours, des panthères, des pythons. Il faut 5 tonnes de fruits par semaine. C'est ça. Alors vous trouvez l'argent comment, Aurélien? Principalement par des dons. En France, il y a des grandes fondations comme la Fondation Brigitte Bardot, la Fondation 30 millions d'amis. Notre premier sponsor, c'est aussi un parc zoologique en France, le parc d'Amneville. Puis ensuite, c'est les donateurs. Les gens peuvent donner sur le site qui s'affiche en bas de l'écran, Magie de la télévision. On a besoin au minimum d'un budget de 450 000 € par an. Ah ouais. Et devant nous, on n'a jamais plus de 2 ou à 3 mois au niveau financier pour tenir. Donc on est toujours en flux tendu, en fait. Vous avez fini par épouser une Indonésienne. Oui. Vous êtes marié depuis 11 ans avec Prada. C'est ça, 15 ans en Indonésie, 11 ans marié avec Prada, j'ai 2 enfants maintenant, Anto et Enzo. Et ce que vous dites finalement, c'est que l'écologie, ça peut être fun. Ça doit être comparé à ce que lorsque nous, on fait tout pour provoquer l'orgasme de notre partenaire. Ouais. Et c'est exactement ça, c'est faire du bien, il ne faut pas se poser de questions. J'ai l'impression qu'en France, quand on parle d'écologie, il faut absolument être déprimé pour être un bon écolo. Alors que c'est pas ça. Et voilà. Alors je rappelle le titre de votre livre. Ça s'appelle Le sourire fendu et c'est publié aux éditions du Strapontin. Vraiment, achetez-le. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux handicapés et à la lutte contre l'exclusion pour Marseille, ma capitale, au Cherche-Midi, et Nora Malagré. Touche pas à mon poste, du lundi au vendredi à 18h15 sur D8. Patrick Bruel. Et l'album Lequel de nous est toujours dans les bacs. Il est en tournée dans toute la France. Édouard Martin pour Ne lâchons rien aux éditions du Cherche-Midi. Yves Tréhard du Figaro. Aurélien Brûlé, alias Chani. Merci de votre témoignage. Je vous laisse avec Roland. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.